qu'on parle de Venom. Yann, on parle de Venom. On parle de Venom. Laisse-moi tranquille, Commis. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Ah ouais? Eh ben c'est à cause de ton silence qu'on croit que Zemmour c'est un penseur. Chauve! Christophe, faut qu'on parle de Venom, mec. Faut qu'on parle de Venom. Ok. On va dans mon bureau, viens. En fait, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la façon dont Peter Parker rejetait le symbiote en bloc quand il a appris qu'il y avait une relation qui n'était pas unilatérale, et la façon dont Brock embrassait le symbiote en l'aidant, en se musclant justement pour être encore plus fort grâce au symbiote. Donc, je me suis toujours dit, est-ce que ça serait cool ou pas d'être possédé par un symbiote? Ouais, bah, ça dépend. En fait, comme tu le dis, tu appelles ça un symbiote, mais avec Venom, c'est compliqué. On flirte toujours entre ce qu'on appelle un parasite et de l'autre côté, ce qu'on appelle vraiment un symbiote. Comme une mycose. Comme une mycose. Une mycose, ça va être plus du côté du parasite, du coup. On va être sur un organisme hôte, on va prendre ses nutriments, on va prendre son énergie pour pouvoir se développer, se multiplier. Le symbiote, c'est un boucle. Chaque partenaire va apporter quelque chose à l'autre. Et c'est là la grosse différence. Avec Peter, tu es plus dans un cas plus parasitaire, même si le symbiote apporte certaines choses. Et avec l'étoile. Et avec Eddie, ben, parce qu'il lui apporte tous ses pouvoirs, mais parce que aussi Eddie apporte au symbiote. Il lui apporte aussi la connaissance qui est Spider-Man, qui est pour mener à bien sa vengeance. Carrément, tu es vraiment plus dans un lien symbiotique d'échange entre les deux. Eddie et le symbiote, ça serait vraiment un couple frustré par le même ex. Ils se mettent ensemble, si tu veux. C'est ça, c'est un petit peu carrément. ça. Et du coup, est-ce que tu penses que dans le cas d'Eddie Brock, qui lui a plus, on a plus l'impression qu'il aime sa condition d'hôte, la relation elle peut être aussi parasitaire et pas simplement symbiotique? Bah ouais, carrément. Parce que même s'ils s'entendent plutôt bien, hein, tous les deux, qu'ils échangent et qu'ils s'apportent mutuellement, tu vois, dans l'un des derniers arcs... Le Marvel Legacy. C'est ça. Dans le Marvel Legacy, tu vois en fait une case où le symbiote colonise une partie du cerveau de Eddie. Ah, et le cerveau, ça c'est son domaine. Hein, monsieur est neuroscientifique, quand même. Ça saurait si c'était mon cas. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est pas le mien. Et du coup, est-ce que, la question que moi je me pose en tout cas, c'est est-ce que, parce qu'on a tous vu en 4e bleu, hein, le lichen, la relation symbiotique par excellence, mais est-ce qu'une relation symbiotique ou parasitaire ou un petit peu sur le fil peut exister entre soit des humains, soit des animaux, je sais pas? Ouais, ça existe. Et ça va même peut-être un peu plus loin que les mycoses qui te colonisent quelque part. C'est pas pour moi, c'était pour un ami. Oui, pas de souci, pas de souci. Je savais pas ce que c'était. Non, mais pas d'a priori. Mais oui, tu vas avoir des relations symbiotiques, mais en fait plus parasitaires, qui vont totalement modifier le comportement de l'autre. Il y a Venom IRL. Venom IRL, et on va même avoir un couple très bizarre entre d'un côté une araignée et de l'autre côté une guêpe. Mais ils n'ont jamais fait ça, la Marvel. Spider-Man et Hank Pym. Ouais, alors je te plante le décor, on est en Amérique centrale, et là-bas il existe une variété très précise, une espèce très précise de guêpe qui va cibler une espèce très précise d'araignée. Elle la voit, elle va aller piquer l'araignée, la guêpe, le venin fait son effet, ça immobilise l'araignée. La guêpe revient et repique. Et là, lorsqu'elle pique, elle va pondre un œuf à l'intérieur de cette araignée. Donc, agression, ponte. Ouais, carrément, et ça va même beaucoup plus loin, parce que cet œuf va éclore dans l'araignée. La larve qui en sort va se nourrir de ce qu'on appelle l'endolymphe. L'endolymphe, c'est le sang en fait de l'araignée. Et pendant une dizaine de jours, elle va vider l'araignée de l'intérieur. Mais c'est pas le plus fou. Hein. Le plus fou, c'est que lorsque l'araignée est quasiment morte, cette araignée va avoir son comportement qui va se modifier. Elle avait l'habitude de former ses toiles d'araignée d'une certaine façon. Elle puise vraiment ses ressources. Elle puise comme Venom et Peter Parker au début, qui ne comprenait pas pourquoi il était fatigué, parce qu'il sortait la nuit en Venom. Donc il puise vraiment toutes ses ressources. Elle puise ses ressources, et comme pour Peter, elle va changer son comportement. Peter il devient plus agressif. Plus fatigué, plus énervé, quoi. Ouais. Et là, clairement, l'araignée, ce qu'elle va faire, c'est que d'habitude, elle avait sa toile qui était tissée d'une certaine façon. Là, elle change totalement. Elle va commencer à faire des toiles d'araignée qui sont toutes rabougries, toutes petites, mais avec des fils qui sont hyper solides.
La larve à l'intérieur, une fois qu'elle a fini de pomper tout ce qu'elle pouvait pomper à l'intérieur de cette araignée, va commencer à bouffer l'araignée. Et cette toile d'araignée, que l'araignée a tissée juste avant de mourir, ben, cette larve va l'utiliser pour pouvoir accrocher son cocon. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Ça suce la moelle et même on finit avec la... C'est ça. Et grâce à cette toile d'araignée, elle plante son cocon. Et de ce cocon va sortir une nouvelle guêpe. Prête à aller refaire. Ah, c'est fou ça. C'est complètement fou. La guêpe. Et ben ça, c'est un prochain récit chez Marvel. Ça, il faut qu'on le voit. Il y a d'autres exemples? Ah ben, carrément. Il y a même d'autres exemples. Ben, tu parlais de Ant-Man. Cette fourmi, ben oui, il y a des trucs aussi avec les fourmis. Il y a tout le catalogue Ah, Marvel. en fait, de manière générale, et ça on peut même le voir de par chez nous, tu peux voir certaines fois des fourmis qui sont à la cime de brins d'herbe. Faut s'emmerder quand même hein, pour aller regarder. Ouais, C'est des fourmis. Tu es allongé, tu es tranquille, tu te détends, et là tu vois une petite fourmi qui est à la cime de ce brin d'herbe. C'est pas un comportement normal hein, pour la fourmi, clairement pas. La fourmi, elle est affairée au sol, elle est toujours en train de bouger. Là, c'est vraiment. C'est vrai qu'elle est en vue quand elle est. Ah ouais, mais elle est vraiment en Elle est vue. vulnérable. C'est ça, elle attend. Et si tu l'observes et que tu prends le temps de l'observer, tu vas voir que ben, elle va redescendre pour se nourrir, et ensuite elle remonte et elle attend. Cette araignée, cette fourmi, en réalité, elle est parasitée. Elle a un ver à l'intérieur d'elle qui modifie son comportement. Un vernom. Ça va. Vernum. Une larve nom. Enfin, on va pouvoir décliner ça. Et donc, cette larve va modifier le comportement. La fourmi reste là, à la vue de tous. Et elle attend quoi? Ben, elle attend de se faire bouffer. Elle attend de se faire bouffer par un mouton ou une vache qui passe par là. Parce qu'en réalité, la larve qui est à l'intérieur de cette fourmi, ben, elle ne peut pas se développer, se multiplier, se reproduire à l'intérieur de la fourmi. Elle ne peut pas aller directement dans le mouton. Eh ben, c'est compliqué. Grimpe sur le mouton. Alors que la fourmi, tu vas pouvoir. Enfin, je dis ça comme ça. On est amis, on connaît des trucs sur l'un sur l'autre, mais En tout bien tout honneur, tu grimpes sur le mouton. Et donc, comment est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va utiliser la fourmi comme un véhicule. Elle modifie son comportement. Un hôte intermédiaire. Un hôte intermédiaire. La fourmi se fait bouffer. La larve qui est à l'intérieur continue à évoluer. Et lorsqu'elle est dans le mouton, dans le bœuf, c'est nickel. Tu sais qu'il y a un exemple d'hôte intermédiaire dans Venom. Un tout premier, quand Spider-Man va se débarrasser du costume symbiotique chez les 4 Fantastiques, que le costume symbiotique arrive à s'échapper, et il fait ça une dizaine de fois, pour retourner chez Parker, il sait où il habite, mais il a besoin de quelqu'un. Et donc il prend un pauvre mec qui est là, qui n'a rien demandé à personne, et il lui fait faire tout, il lui fait traverser New York. Et donc, donc du coup, je comprends le principe de l'hôte intermédiaire. Il y en a aussi dans les tout premiers Venom. Ah, mais c'est clairement ça. Et donc, c'est ton parasite qui est à l'intérieur de ton mouton, il se multiplie. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il va prendre des œufs qui vont se retrouver dans la merde des moutons et des vaches. Et là, ben, il y a des petits escargots qui vont passer par là. Oh, ça va loin. Et ouais, parce que l'escargot il va commencer à bouffer un petit peu de merde. Et il va donc se charger de ses œufs. Ces œufs vont éclore dans lui. Et lorsque l'escargot va croiser une fourmi, ben, la larve va passer de l'escargot à la fourmi. La boucle est bouclée. Je savais qu'il fallait que je parle de Venom avec toi. Je te remercie très très fort, Christophe. Et il faut qu'on parle de Venom plus souvent. Pas de souci. J'y retourne. Faut vraiment qu'on parle de Venom, Yann, s'il te plaît. Dégage de chez moi, commis. Ah ouais, ben je reste dans tes chiottes. T'as bien? Faut qu'on parle de Venom, mec. Faut qu'on parle de Venom, moi je te le dis. Pourquoi? Ben, je sais pas, il est tout le temps vénère, il tire la langue, il bave. Ça me rappelle trop mon ex, quoi. Tu vois, moi, ce que j'adore hein, depuis la toute première apparition du Venom version Eddie Brock, c'est, même si je préfère hein, le design de Mark Bagley plutôt que celui de Todd McFarlane, qui est un petit peu trop gentillé, c'est la dimension religieuse que donne David Michelinie à son personnage. Il y a quand même tout un affrontement final qui se déroule dans une église en haut d'un clocher, hein, et le symbiote qui permet à Eddie Brock d'avoir un H&M à portée de main tout le temps, hein, donc il lui file l'apparence d'un prêtre. Et il se prépare pour la mise à mort, si tu veux, de Spider-Man, qui est entoilé à l'intérieur d'une cloche en attendant de se faire exterminer par la teub de la cloche. Et pour lui, c'est quand même pas tellement les cloches du paradis, mais plus les cloches de l'enfer, tu vois, regarde. Les cloches de l'enfer, c'est ça. Les cloches de l'enfer. Ah.
symbiote. Et moi, j'ai ma loupe. Ah bah alors on va écouter ça. Ok. I'm running thunder above the rain. I'm only gone like a hurricane. I'm lightning flashing across the sky. You're only young, but you're gonna die. You're gonna die. I won't take prisoners, won't spare no lies. I wanna take it up the fight. I'm got my best, I'm gonna take you to hell. I'm gonna get you, Satan get you, the hell's best. The hell's best. No Satan get you, hell's best. The hell's best. No venom get you as bells. No as bells. Venom get you, venom get you, venom, venom, venom get you, venom get you, venom get you, venom, venom, venom get you, venom get you, venom get you, venom, venom, venom get you, venom get you, venom get you now. The hell's best. Yann, s'il te plaît, parlons de Venom, allez. Mais qu'est-ce que tu as avec Venom, là? Je sais pas. Il est grand, il est musclé, il est noir. Ça me rappelle mon ex. Sors de mon lit. Tu vas parler de Venom? Oui. On va parler de Venom. Alors moi, ce que j'aimerais bien voir avec toi, tu es storyboarder, tu es dessinateur, tu es scénariste, tu maîtrises l'image, donc j'aimerais aborder Venom, et donc là c'est Lethal Protector, donc la protection mortelle en VF, sous l'angle de comment est-ce que Mark Bagley, qui pour moi est un des meilleurs dessinateurs de Venom sur la première période, sur les 10 premières années,
Comment est-ce qu'il guide notre œil? Comment est-ce qu'il nous embobine merveilleusement? En plus, ce qui est bien avec Bagley, c'est que moi je le connaissais quand j'étais minot et j'avais pas réalisé à quel point il fait vraiment un beau travail de storyboard. Parce qu'il t'a embobiné. Il m'a embobiné. Par exemple, il y a un truc, c'est que on attaque toujours la lecture d'une planche, en tout cas nous avec notre sens de lecture. Occidental. Voilà, exactement. On l'attaque toujours en haut à gauche. Et on fait un Z, c'est ça? On va lire en Z ici, comme ça. Le truc, c'est que donc on attaque la lecture toujours par là, d'où la case texte en off. Ce qui fait de très intelligent, c'est qu'il va diriger la lecture en Z, mais sur un très grand Z ici. Et alors en fait, comment ça se passe? C'est que tout d'abord... C'est la toute première page, c'est l'exposition. C'est la toute première page, oui. Alors il y a un truc, c'est que on a déjà, par exemple, la règle des 9 tiers, dont on a déjà parlé toi et moi. Pour une question d'élégance de composition, c'est plus agréable à l'œil si tu découpes ton image en 9 tiers et que tu mets les points importants, les points vitaux de l'image, ceux qui doivent attirer l'attention, plutôt sur des intersections ou sur ces lignes. Ça donne plus d'élégance et c'est plus joli. Ici, tu vois que clairement, la ville et cette pointe, cet immeuble en pointe, sont directement et sur cette ligne et sur l'intersection. En plus, il utilise le pont pour de nouveau ramener le regard ici vers cet élément central. Et ce qu'il fait globalement, c'est de partir d'une vue d'ensemble. Il dit ça se passe dans telle ville qui présente de manière assez luxueuse, c'est une jolie ville. Le pont qui, pour le reconnaître déjà, c'est typique de San Francisco, ce pont. Et en 3 cases, on passe de l'image de carte postale au bas-fond. Donc, ce qui est vraiment très très bien foutu, quoi. En descente, il y a une vraie descente, quoi. Exactement. Et donc, alors sur cette histoire du pont là, je me suis posé la question s'il y avait aussi dès la première case l'idée de la toile. Alors, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais dans l'épisode... C'est quoi? C'est pas joli ce que tu fais, Commis. Dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus lequel c'est, on a de nouveau une grosse séquence d'action sur ce pont. Ouais. Et là, l'idée de la toile, elle devient littérale, beaucoup plus évidente. C'est-à-dire que tout est vraiment... Et il a ses ennemis qui sont pris dans la toile. Et ça devient assez évident. Et du coup, la filiation avec Spider-Man est faite de manière évidente. Je trouve ça vachement balèze de sa part. Donc on descend en suivant une diagonale. Hop là, et on arrive sur lui. Là. Tu remarques qu'on est sur la victime et ensuite son agresseur. Et d'ailleurs, on peut remarquer aussi les noirs qui vont ramener aussi, c'est-à-dire on éclaire juste la partie de l'action qui nous intéresse. Ça, c'est très balèze. On resserre, hein. Et une fois qu'on a fait ce travail-là de diagonale, on remonte. Tu vois que la diagonale, on est quasiment, si on trace une ligne qui va de lui à Venom, la main est directement sur cette diagonale. Donc c'est pas des hasards, ça. C'est vraiment très travaillé. Hein, nous on le voit pas, c'est ça qui est intéressant. Nous on le voit pas, quand on lit, c'est naturel, quoi. Et c'est ce que Scott McCloud appelle l'art invisible. L'art invisible. Et ce qui est très très beau, c'est qu'à la suite de ça, le personnage est ici, une montée du personnage parce qu'il prend puissance sur sa victime, mais au final, la vraie puissance, c'est Venom qui va l'avoir sur lui. Et le bourreau va devenir victime. Ça, c'est vraiment très très balèze de la part de Bagley, et en plus, ça nous donne envie de tourner la page. On va faire de suite. Et là, donc, basiquement, une lecture, on arrive ici, et il fond sur sa proie, dans la diagonale. Super efficace. Et là, c'est assez intéressant parce que tu remarqueras qu'on a toujours des choses qui sont dans le sens de lecture, de la gauche vers la droite. Ouais. Là, ça va s'inverser. Il y a une inversion des puissances. Et peut-être parce que c'est nous chamboule comme s'il nous prenait justement comme ça. Ouais, et puis surtout, ça lui permet de passer ce personnage qui était toujours sur la droite par rapport à Venom et de se faire sentir le mouvement vraiment. Tu vois il le prend de là où il était, il le ramène pour l'exploser dans le mur. Et ensuite, ce personnage est passé à gauche. Il va le garder à gauche de l'image en permanence, ici, là et là. On peut remarquer aussi que là, le personnage est toujours aligné. Et qu'il a passé une très mauvaise soirée. Effectivement. Il a dû manger chez McDo, ça passe moyen. Donc voilà, et ensuite, tout
ramène, tu vois les éléments, la main de Venom, ces éléments-là, ramènent vers la case du bas. Alors il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que Venom est toujours tourné de ce côté-là. Ah ouais? Tu vois, il est toujours tourné de ce côté-là, de ce côté-là, et de ce côté-là. Et ici, on voit qu'il fait un mouvement de tête qui va permettre de faire sentir la géographie du lieu au lecteur. Il se retourne, et là maintenant, il est dans l'autre sens. Oh, cette case, je l'adore. Où il lui tape gentiment sur la tête. Venom, ça a toujours été un personnage dans la moralité et c'était compliqué à situer. C'est un anti-héros, mais en même temps, il va exterminer tout le monde. Et puis après, on a inventé Carnage pour pouvoir le situer clairement. Que Carnage, c'est le tueur. Venom, c'est celui qui tue, mais pas trop, qui protège un peu l'innocent. Enfin, il est très flou. Ben, ce que tu dis, ça se représente super bien dans cette page. Et Bagley, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et le scénariste, je ne sais pas lequel est à l'origine de ce découpage. C'est Michelini. Mais en tout cas, ce qui est un nom très rigolo, Michelini. Ça fait Barilla. C'est la dernière gamme de Barilla. Ce qui est vraiment super intéressant, on le voit, on est à la page 4 à peine, et tout de suite ce que tu dis, il illustre en montrant lui qui est un sauveur, qui joue un peu les sauveurs, et il y a une espèce de plan arrêté sur son visage, et en fait elle part en hurlant, et le sauveteur lui a fait au moins autant peur que l'agresseur, quoi. Ce qu'on fera à peu près tous, je pense, quand il y a ce mec qui te tapote gentiment sur le crâne. Niveau purement narratif, on a aussi ça qui est vachement intéressant. C'est-à-dire vraiment ici, il était là à côté d'elle. Il saute quasiment sur le bord de la case du dessous, pour venir comme ça. Et de nouveau, tu vois, on a un mouvement tournant qui ramène vers la dernière case. L'œil, il est guidé, c'est une pantoufle, quoi. Et c'est ce que Scott McCloud appelle l'art invisible, c'est-à-dire qu'on est censé guider le regard du lecteur qui pense qu'il lit comme il veut, mais en fait non. Idéalement, tu essayes de maîtriser, de ralentir sa lecture, de l'accélérer, de le pousser à tourner la page ici. Donc voilà. Alors j'aime bien cette planche. Déjà, elle est assez évidente au niveau de la manière dont il gère ses lectures. Tu peux nous donner une analyse freudienne de cet élément, s'il te plaît ? Alors justement, effectivement, on voit toute la puissance de Venom de manière assez... Vergenum. Oh, pas mal. Oui. Et puis il y a le côté où aussi, très rapidement, on le ramène à Spider-Man et à l'image iconique de Spider-Man pour toujours remettre la filiation. Tu vois, ça fait beaucoup de choses très intelligentes qu'il fait sur 5 pages. Parce que surtout que ça, c'est une des premières tentatives de le laisser solo, Venom. Ils ont fait un accord, un pacte de non-agression. Mais par contre, il se casse de New York parce qu'il fait peur à tout le monde, à Mary Jane, à May, même si May, elle ne le réalise pas trop. Donc c'est la première fois, on lui dit tu te casses à San Francisco et s'il y a le moindre problème, j'arrive, je débarque, lui dit Spider-Man. Alors, vu que c'est bankable dès qu'il y a un crossover, il arrive dans l'issue 2, 3, enfin il arrive très très vite sur un malentendu. Après, ils vont faire tout le reste ensemble. Mais c'est une manière, oui, ça devient le mi-Spider-Man de San Francisco, quoi. Alors, on va passer justement pour le coup, après toutes ces réussites, on va parler d'un truc qui me paraît moins réussi. Et allez, faut que tu salisses, toi. Hein. Écoute, en même temps, c'est dans le style de Venom, d'après ce que j'ai compris. C'est vrai. Ici, on a une lecture vraiment verticale. Le problème, c'est que c'est très joli graphiquement. On a la transformation du personnage qui passe de Venom à son identité, à Brock. Le problème, c'est qu'en plus, il met une ombre là, donc on a tendance à venir directement là. Ce qui est rigolo, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'on n'a pas besoin de tout ça. En fait, ça marche très très bien ici. Il arrive et les flics l'arrêtent. En fait, là, il s'arrête pour aller à l'hôtel, les flics le remarquent, etc. Donc, c'est... Il en a peut-être quand même un petit peu besoin qu'il repère, parce que sinon, si jamais il débarquait... Ça aurait fonctionné. À peine il arrive, mais toi, les flics lui mettent le grappin dessus, en ellipse, ça aurait fonctionné. Tu es l'homme des raccourcis aussi, il faut dire. Tu aimes bien assécher au maximum. Attila le 1. Non, mais c'est vrai. Tu m'as toujours dit, il faut assécher, il faut essayer de garder que l'essentiel. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, là, pour le coup, la bande dessinée, c'est un art qui est elliptique. On n'est pas comme au cinéma où on va montrer de plan en plan, on a besoin de tout marquer. La bande dessinée peut se permettre d'être beaucoup plus elliptique. Donc là, effectivement, on n'en avait pas besoin. Donc je pense qu'il est très conscient qu'il a un risque de pousser le regard ici tout de suite, mais c'est pas gênant parce qu'en fait,
le lecteur aura tendance à dire « Ok, il y a les flics qui vont lui tomber dessus, On peut et à la peut-être- rigueur, je reviens en arrière pour voir ce qui s'est passé. » Peut-être s'imaginer que c'est Michelini qui lui avait donné un truc un petit peu trop complexe et que lui, il a Non. synthétisé. Non, là pour le coup, le choix d'avoir fait cette grande image verticale, c'est lui. Je pense qu'il a été séduit par cette idée-là et qu'il avait conscience que ça serait un petit peu... On aurait pu avoir un système de canalisation qui pousse le regard à remonter ici, etc. Ouais. Mais ça aurait été un peu de la bidouille, quoi. Juste pour terminer sur cette séquence, ce que je trouve assez intéressant, c'est à la fin, il s'en va, toujours on pousse repartir vers l'image qui va suivre, hein, vers la page qui va suivre, et on a un mec qui le prend en photo dans la rue. Mhm. Ça paraît n'avoir aucune importance, mais ça nous permet d'ouvrir C'est ce qui va attirer Spider-Man. sur le Daily Bugle. Et en fait, c'est marrant parce que il y a moyen de passer d'une séquence à une autre par différentes manières. Et il y en a une, c'est par thématique. Et en fait, là, on est passé d'une thématique appareil photo à photographe, Daily Bugle, Spider-Man, Peter Parker. Putain, c'est ouf. Ça, je l'avais pas vu, tu vois. Non, il est fort. Franchement, Il y a un- c'est une très très belle ouverture. Je savais qu'il fallait qu'on parle de Venom. J'y retourne. Et ne reviens plus jamais. Ah, quelle journée! Ouais, Bruno? Commis, il faut qu'on parle de Venom. Non, j'ai pas envie. Quoi? Mais c'est trop bien, quoi. L'anatomie, Eh, ses ouf. dents, sa langue Écoute, dégueulasse, Bruno, son côté On badass. aura l'occasion de parler de plein de trucs différents et d'une manière aussi différente. Ah, mais c'est cool alors. Voilà. Ouais, ça va, c'est cool. Allez, ciao, bisous. Ah ben voilà, je le veux dans ma team, eh oui. Ouh là là, lui il est beaucoup trop cher. Ah voilà, là il est aussi cher en costume, mais au moins il y a du talent et en plus c'est pas un emploi fictif. Hop. Ah, il aime la fente, il aime la police, il sera protégé. En plus, il aime tout ce qui fait demi-moler l'œil. Je dis oui. Faut pas se fier à son look hein, de bobo bohème. Hein. Moi, j'aime pas trop les types avec les cheveux longs et des barbes, mais il a un putain de talent dans ses mains. Hein, donc, je dis oui, Ah ben voilà, faut bien goûter pendant la récré hein, ou pendant la cantine. Là, ça va être le kiff. Ah, il est beaucoup trop classe, beaucoup trop badass, même dans son slip, il laisse des traces, bang, il fait rimer gros kiff avec Prolapse. Je dis oui, hein, ça passe, et ça passe, son peur Wallace. Non seulement avec lui ça serait la cacophonie, en plus c'est impardonnable. Ah, en plus je sais qu'il est grand théoricien de la demi-molle. Je dis oui. Ça c'est Xena qui a bouffé Red Sonja et qui boit du Buffy des vampires tous les matins. Donc je dis oui. Ah, il y a les Vulcains, Héphaïstos, Apollon, Da Vinci pour les autoroutes. Ben maintenant il y a Max et c'est le meilleur dans sa partie donc c'est un grand roux. Ah, il allie le socio, le culturel. Et voilà. Elle va pas s'entendre avec les autres. Elle. Mais c'est pas grave, ça vaut le coup d'essayer. Elle va vouloir être payée aussi. Oh yes, là il y a le corps, il y a l'esprit, the body, the spirit, the yes wins against the no. Nico. Fait les choses à moitié. Non. Attention, stop. Les gens n'en peuvent plus, commis. Ah. Ils partent. Bon bah d'accord, bah écoutez alors vous verrez, hein, moi j'arrête. Hein. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos pouces bleus. On a essayé de parler de comics autrement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir et je répondrai à chacun d'entre vous. Comme d'hab, dans la description, vous retrouverez aussi les liens vers tous ceux qui vous ont fait kiffer aujourd'hui. Hein. Je remercie Damien pour l'habillage musical, je remercie Thomas Castier pour les effets spéciaux, je remercie Yann Valani et Alexandre Sauzed pour le logo et les visuels, je remercie Bruno Bessadi pour son caméo, je remercie Christophe Rodeau, Damien et Yann Valani pour la qualité de leur chronique. Lisez et rendez-vous très vite pour le tout premier épisode officiel de la Comic Academy.